Choisir pour vous informer le 20h, c'est tout de suite avec Cheikh Tidiane Diao. Bonsoir Cheikh Tidiane. Bonsoir Aram, c'est parti pour le sommaire dans quelques instants. juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa yéen ngi waajal couvre-feu bi. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, la liberté provisoire accordée à Seydina Fall Bougazeli. Le député poursuivi pour une affaire de trafic de faux billets a été libéré pour des raisons sanitaires. Le colonel Aliou Ndiaye appelle à plus de responsabilité au lendemain de violentes manifestations dans certaines localités du pays. Pendant ce temps, le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal accuse l'État de non-assistance de personnes en danger. 96 nouvelles contaminations au coronavirus enregistrées ce mercredi. 16 sont issues de la transmission communautaire. À Ziguinchor, le comité de suivi des opérations de la force Covid-19 regrette l'insuffisance de centres de traitement de coronavirus dans la région sud. Et puis l'OMS annonce la reprise des examens, des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. Il y a quelques jours, rappelons-le, l'Organisation mondiale de la santé s'était basée sur une étude pour décider de sa suspension avant de se rétracter. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Seydina Fall, alias Bougazeli, libre pour raison médicale après 7 mois passés en prison. Le député a été arrêté par la section de recherche pour une affaire de trafic de faux billets de banque. Si l'élément de Salif Sow est prêt, je vous propose de le suivre. Le doyen des juges en a décidé ainsi ce mercredi 3 juin. Le parquet de Dakar avait émis un avis favorable à la suite d'une nouvelle demande de mise en liberté provisoire de Seydina Fall. Le député de Guédiawaye a été arrêté pour une affaire de trafic de faux billets de banque. La périste est suivie sur les faits d'association de malfaiteurs, de tentatives de corruption et de trafic de faux billets. Entre-temps, le parlementaire avait perdu son poste de député. Convoqué pour une première fois dans cette affaire par les gendarmes de la section de recherche de Colobane, Bougazeli, reconvoqué le lendemain, s'était subitement rendu injoignable. Il avait refait surface à travers des ondes de la RFM. J'ai été interné dans une clinique de la place car je suis malade, se défendait le diabétique. Le politicien dit qu'il était piégé par ses adversaires. Seydina Fall Bougazeli a été arrêté le 22 novembre dernier au niveau du rond-point Ngor en détention de faux billets de banque. Salif Sow, le Congrès de la Renaissance démocratique a procédé ce matin au dépôt des recours en annulation des décrets 2020-964 et 2020-976 concernant l'affaire honoraria au CSE. Les camarades de Mamadou Lamine Diallo demandent au chef de l'État d'apporter des clarifications sur l'authenticité de ces deux décrets. Pour en savoir davantage, suivons cet élément signé Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. L'honorariat au Conseil économique, social et environnemental continue de secouer les chaumières politiques. Le Congrès pour la Renaissance démocratique a saisi la Cour suprême pour un recours en annulation des 2 décrets non encore publiés au journal officiel pour illégalité. Il s'agit, premièrement, d'un recours en annulation contre le décret 2020-964 du 17 avril 2020 qui institue un honorariat pour les anciens présidents du CSE et circulant en 2 versions distinctes, non publiées au journal officiel pour illégalité manifeste. Deuxièmement, d'un recours en annulation contre le décret 2020-976 du 21 avril 2020 accordant le statut de président honoraire à un ancien président du Conseil économique, social et environnemental pour illégalité manifeste. Mamadou Lamine Diallo et compagnie demandent au chef de l'État d'apporter des clarifications sur l'authenticité des 2 décrets circulant en version distincte sur les réseaux sociaux. Invitant le juge à se prononcer dans les meilleurs délais aux fins de prendre urgemment les mesures nécessaires, consistant à enjoindre au président de la République la publication sans délai au journal officiel de la République du vrai décret 2020-964 du 17 avril 2020 et d'apporter la clarification sur l'authenticité des 2 décrets numérotés 2020-964
est daté du 17 avril 2020, portant création du statut d'honorariat pour les anciens présidents du CSE circulant en 2 versions distinctes, non publiées au journal officiel. Les membres du CRD s'indignent qu'au moment où le peuple fait face à cette pandémie et se prive de beaucoup de choses, le chef de l'État se donne la latitude d'engraisser d'autres personnes. Ceux qui, au Sénégal, sont engagés pour la défense de la République doivent nous soutenir dans cette affaire-là, doivent nous soutenir dans ce combat. Quand même, il est inacceptable que nous ayons dans ce pays des décrets non publiés, des décrets clandestins. C'est inacceptable. Autre aspect de l'actualité, le colonel Aliou Ndiaye appelle les populations à plus de responsabilité. Le colonel à la retraite soutient qu'un changement de paradigme s'impose dans la gestion de la pandémie au Sénégal afin d'assouplir l'état d'urgence. Il s'est entretenu avec nos reporters Mohamed Samb et Youssou Baro. C'est comme si ces manifestants ont voulu exprimer leur mécontentement lié à l'état d'urgence. Pour le colonel Aliou Ndiaye, ce n'est pas le moment de manifester. Le Sénégal a un autre défi, celui de vaincre la Covid-19. Un problème, ça se règle par une solution et non par un autre problème. Or, ce qui est en train de se passer, c'est vouloir régler un problème par un problème. On crée un problème d'insécurité totale. On crée un problème de violence généralisée pour régler un problème de maladie, alors que justement c'est dans ces fourrés-là qu'il y a beaucoup plus de contact entre les gens. S'agissant du relâchement noté chez certaines populations, ce chercheur à Enda milite pour l'assouplissement de l'état d'urgence pour permettre aux populations de retourner à leurs occupations. Parce que les gens se disent finalement tous les problèmes, toutes les contraintes que nous connaissons, peut-être qu'elles sont même plus dures à supporter que la maladie elle-même, qui est pour beaucoup invisible, parfois asymptomatique, et même pas, et ne présente pas une létalité très importante. Il n'y a pas beaucoup de morts finalement. Face à ces manifestations qui se multiplient, nos interlocuteurs appellent à plus de responsabilité et à un changement de paradigme dans la gestion de la maladie au Sénégal. Donc il faut de la confiance envers les autorités. Il faut que les autorités également, en retour, prennent beaucoup plus en considération les besoins de ces populations, y compris les besoins économiques. Il y a également le fait que toute l'aide qui devait accompagner ces contraintes et permettre aux gens de rester chez eux, de restreindre leurs activités, cette aide-là n'est jamais arrivée. Tout ça doit pousser à un changement de doctrine. Des manifestations qui ont eu lieu à l'intérieur du pays, notamment à Touba, Tivaouane et à Kaolack. Une situation déplorée par beaucoup de Sénégalais, même si l'on sait que certains ne peuvent plus supporter la nouvelle vie imposée par l'état d'urgence. Le CEDEPS, dans un communiqué, a condamné le saccage des locaux abritant la radio RFM à Mbacké. Le CEDEPS appelle donc aux forces de l'ordre d'assurer davantage la sécurité des journalistes et des techniciens des médias. Les transporteurs ont juste exprimé leur colère à travers les manifestations d'hier. C'est du moins le sentiment du secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal. Gora Khouma accuse l'État du Sénégal de non-assistance à des personnes en danger. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Chérifia. La violence, nous n'avons pas demandé la violence, mais c'est la manifestation qui est comme ça. Du côté des chauffeurs, du côté des enseignants, du côté de n'importe quelle manifestation, toujours il y a du n'importe comment. Mais c'est la colère qu'ils ont poussé à le faire. Parce que trop c'est trop. L'heure est grave du côté du secteur des transports interurbains. Si le président ou bien son gouvernement reste toujours campé à leur position, ne pas donner. Moi je dis que c'est, comment c'est le slogan, non assistance à une personne en danger. Donc le président aussi, je le qualifie ou bien je le demande de d'éviter d'être non assistance à des personnes en danger. Puisque le secteur souffre. Vous allez arrêter les manifs? Non, les manifs sont arrêtés. On a demandé d'arrêter, puisque c'était une journée morte. Ça suffit pour que l'autorité est informée de notre colère.
À Tambacounda, l'autorité administrative tente de jouer aux pompiers suite aux affrontements survenus la veille entre manifestants et forces de l'ordre. Toutefois, le gouverneur avertit la tolérance à ses limites. Le coordonnateur de la cellule régionale du Congad lance un appel au calme dans cet élément signé Moussa Omar Gueye. On peut tolérer jusqu'au tolérable, mais nous dépasser, il faut que nous ayons une solution. Tambacounda, le gouverneur de région reste catégorique. Il a certes instruit au préfet de jouer la carte de l'apaisement avec le député maire de Tambacounda, les chefs de quartier concernés et leaders d'opinion, mais reste convaincu que l'État usera de toutes ses prérogatives pour la préservation des édifices publics. Cela fait suite aux affrontements survenus dans la soirée entre manifestants et forces de l'ordre. Autant nous sommes disposés à prêter une oreille attentive aux populations de la région, autant il est absolument hors de question de laisser des scènes de violence, à la limite même de vandalisme, continuer à se poursuivre. Nous leur avons dit que nous ne comprenons pas ce comportement. Il est clair que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas opté pour affirmer l'autorité de l'État, puisque nous considérons que ce sont nos enfants, ce sont nos jeunes. Mais ça ne peut pas perdurer. Pour rappel, ces manifestants réclament l'arrêt immédiat des mesures liées à l'état d'urgence et au couvre-feu. Le coordonnateur de la cellule régionale du Congad, Alassane Guissé de la société civile, monte au créneau pour lancer un appel au calme et à la sérénité. Les chauffeurs membres du regroupement des transporteurs de la gare routière de Kolda, très remontés contre leur ministre de tutelle, qu'ils accusent d'être à l'origine de tous les maux dont ils souffrent. Ils regrettent de n'avoir pas été associés à la dernière opération de transport des enseignants. Les détails dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Impactés par la Covid-19, les chauffeurs membres du regroupement des transporteurs de la gare routière de Kolda disent ne plus pouvoir continuer à vivre dans la misère. Pour eux, ils pensent qu'ils sont victimes d'une négligence de la part des autorités et surtout de la part de leur ministre de tutelle. Tout ce que je déplore dans ça, c'est le comportement du ministre des Transports, en l'occurrence Maître Oumar Youm. Je dis jusqu'à preuve du contraire, moi c'est un ami, c'est quelqu'un que j'estimais, mais il m'a déçu sur toute la longueur. À cause de nous, on dépend du ministère du Transport. Si Oumar Youm, jusqu'à présent, il ne pense pas aux personnes, on ne va même pas parler de Macky Sall, il ne pense pas aux personnes, il ne parvient pas à défendre, à gérer le dossier du transport. Si jusqu'à présent, on ne parvient pas à entrer en possession de nos moyens, si jusqu'à présent, on parvient par rapport à l'aide alimentaire, rien ne nous parvient, ça c'est des problèmes. Ils ne sont pas pour une reprise immédiate des opérations de transport à cause de l'état actuel de la pandémie sur l'étendue du territoire, mais quand même que l'État jette un coup d'œil sur eux, disent-ils. Mais comme nous sommes là garés, que l'État pense aux personnes, si tu vois actuellement dans toute l'étendue du territoire, que tous les présidents de regroupement sont en train de parler, c'est par rapport à la compensation, par rapport à ce qu'il a promis aux chauffeurs et transporteurs. Que jusqu'à présent, il n'y a aucune mesure d'accompagnement. C'est un de nos problèmes. Maintenant, ces chauffeurs qui sont là, il n'y a qu'à penser à eux. Il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Mais comment nous faisons vivre nos familles? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Si, par exemple, de temps en temps, les autorités venaient vers nous pour nous dire qu'il y a ceci et cela, mais absolument, jusqu'à présent, rien, on n'entend rien. Tout le monde est en train de souffrir. Pour cela, ils adressent un message directement au chef de l'État pour une aide d'urgence en leur faveur. Vraiment, on souffre. Tout le monde est en train de souffrir. En réalité, c'est ça. On souffre que le président Macky Sall pense à nous. Ils ont clôturé leurs propos par un appel aux Sénégalais relatif au respect des mesures barrières. Cette série de manifestations n'est pas à minimiser. Selon Barbara Potin, cette psychologue pense que les jeunes en ont ras-le-bol de la situation engendrée par la pandémie du coronavirus. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. La situation du coronavirus est très stressante et donc le couvre-feu va amener beaucoup de stress parce que les gens ont moins de travail, les gens du coup ont moins d'argent et en plus ils doivent rester enfermés à la maison, donc ça augmente les conflits familiaux et tout ça.
Donc ça fait que les gens arrivent à gérer cette situation pendant un certain moment, mais ensuite ça devient trop. Donc ils commencent à être impatients, ils ont envie de reprendre, de pouvoir reprendre le travail pour avoir une vie normale, pour être sûr de ne manquer de rien, de subvenir aux besoins des familles. Et donc c'est ce qui provoque à un moment un trop-plein qui fait que les gens sont en colère, qui se révoltent contre la situation et contre le couvre-feu. Oui, c'est possible. Donc je pense qu'à la base, il y a déjà eu la peur de la maladie qui a amené beaucoup de stress, la peur d'avoir vraiment beaucoup de catastrophes liées à la maladie. Et puis maintenant, il y a d'autres peurs qui viennent s'ajouter à ça. Et je pense que simplement, les gens en ont marre de cette situation et ils ne supportent plus et ils veulent pouvoir reprendre leur vie. Retenez que beaucoup de médias sénégalais annoncent pour demain une conférence de presse conjointe entre le ministre de l'Intérieur et celui du Transport. C'est pour donner quelques informations sur les restrictions à venir à propos de l'état d'urgence. Informations à suivre, Covid-19 et société, que retenir de la situation socio-économique du jour ou du moment. Au moment où les chiffres liés à la propagation du coronavirus sont toujours sur une courbe ascendante, la manière de procéder des autorités a-t-elle laissé en rade des franges de la population dans le programme de résilience économique? Pourquoi certains Sénégalais ont hâte de sortir du couvre-feu? Élément de réponse dans cet élément signé Ibou Diouf. Le virus fait toujours son actualité s'agissant du coronavirus. La crise sanitaire poursuit son périple. Un vrai tour du monde, c'est lié à l'économie, s'installe de façon plus nette, avec déjà son lot de conséquences. Chez nous, au Sénégal, une crise sociale menace la quiétude des citoyens. En attestent quelques manifestations notées ça et là, de Touba à Cap Skirring en passant par Tambacounda, sur ces fronts des plus jeunes sur la première ligne. Une manière de faire identique pour des motivations diverses, mais difficile de trouver là où les vraies raisons. Une chose est sûre, les conséquences du coronavirus sont bien perceptibles, avec en toile de fond la restriction des libertés et les vicissitudes de la vie quotidienne. Autant de plaintes et complaintes pour déplorer le mal de vivre avec un virus. Et pourtant, on nous encourage à faire avec cet autre encombrant. On compte nos victimes avec une courbe qui peine à fléchir. Pour le plus positif du jour, on note 109 personnes guéries, mais encore des cas positifs qui se multiplient. Par contre, au moment où beaucoup de Sénégalais réclament la levée du couvre-feu, de l'état d'urgence aussi, le coronavirus corse l'addition. Près de 4000 Sénégalais, dont le bilan général des personnes affectées, 45 déjà. Si la rentrée des classes a avorté du fait de la propagation du virus, on demande de gauche à droite de pouvoir vaquer convenablement aux occupations. La contrainte devient liberté si elle est acceptée, a-t-on coutume de dire. Si certains fils du pays n'hésitent pas à envahir la rue, c'est dire que ce virus de Covid-19 a déjà trouvé un solide allié. Présent la situation du jour de la pandémie du coronavirus. Sur 1549 tests effectués, 96 sont revenus positifs, dont 80 cas contacts et 16 issus de la transmission communautaire. 109 patients ont été déclarés guéris ce matin. Et puis, après Koungheul, un autre département vient d'enregistrer son premier cas confirmé. Il s'agit du département de Birkilane. Le malade est un enseignant de 35 ans en provenance de Dakar où il était déjà répertorié comme cas à contact selon le MCR. Kaffrine compte désormais 3 cas, dont 2 à Koungheul et 1 à Birkilane. Ator, c'est un village de la commune de Diender, département de Thiès. Des personnes testées positives avaient pris la fuite et finalement elles sont revenues dans le village, mais sur place c'est l'inquiétude et la psychose du comité local de lutte contre la Covid-19 qui tire la sonnette d'alarme pour alerter les autorités sanitaires et administratives. Explication de Cheikh Anta Diop. En ce moment, mieux vaut prévenir que guérir. Le coronavirus sévit toujours à Tor, un village situé dans la commune de Diender, où des personnes testées positives avaient pris la fuite, mais finalement, elles sont revenues dans le village. Ce retour inattendu a provoqué une véritable psychose dans la localité. Il y a 2 cas. L'une, on l'a testé à l'hôtel, transféré à l'hôpital régional de Thiès. Il a pris la fuite. L'autre, on l'a testé à Tor même, lors du déplacement du médecin-chef et des autorités pour nous mettre en quarantaine, il a pris la fuite. Depuis lors,
aucune autorité sanitaire n'a fait la descente. Et que ces cas-là sont toujours à tort, en train de circuler comme il veut. Donc ça, c'est un danger pour tous les villages de Tor. Sur le même registre, le responsable du comité local de lutte contre la Covid-19 souligne que les autorités doivent prendre leurs responsabilités, ce qui éviterait la propagation du virus au sein du village. Nous lançons un appel aux autorités administratives et sanitaires pour qu'ils viennent au moins au secours de ce village Tor. Mais sinon personne n'est en sécurité. Nous tous, nous sommes en danger. C'est extrêmement grave. 49 personnes avaient été testées positives, mais à ce jour, 44 sont déclarées guéries et elles ont regagné leur domicile respectif, à savoir Tor, Mbidjem et Tchedem. Nous allons à Ziguinchor. L'insuffisance de centres de traitement du Covid-19 dans la région pointée du doigt par le comité de suivi des opérations de la force Covid-19. C'est le docteur Eladji Ibrahimambo qui a fait cette remarque. C'était à Oussouye au sortir d'une réunion avec les autorités administratives du département. Boubacar Diassi, Lamine Magnan. L'insuffisance de centres de traitement des malades de la Covid-19 dans la région de Ziguinchor fait l'objet d'une remarque de la part du comité de suivi des opérations de la force Covid-19. C'est le docteur Mbo qui a fait cette remarque à Oussouye. Un seul exemple. Aujourd'hui, aussi encore plus ou moins indemne. Il y a eu un seul cas qui a été relevé, mais quand il y a eu un cas aussi, il faut d'abord aller à Ziguinchor parce que c'était le seul centre de traitement de la région, mais même à Ziguinchor, pour faire des tests, il faut les envoyer à Kolda. Rien qu'en vous donnant cet exemple, cette illustration, ça montre un peu des difficultés en termes de processus au niveau sanitaire. Il y a eu aussi d'autres problèmes, la disponibilité des ressources humaines. Il n'y a pas de centre de traitement à Oussouye. Il n'y en a pas à Bignona non plus. Ça voudrait dire que pour améliorer la gouvernance sanitaire, il va falloir tenir compte un peu de ces aspects-là, qui sont des aspects réels. Justement, dans le département d'Oussouye, seul un cas positif de Covid-19 est officiellement enregistré depuis le début de la pandémie au Sénégal. Le maire de la capitale du Kassa explique cet état de fait. On a senti la discipline, le respect des mesures à travers les populations. Côté distribution de l'aide alimentaire, voici ce qu'on peut retenir. Sur les 7855 ménages ciblés, 5250 ont déjà reçu leur kit, leur appui en vivre, à ce jour, à la date du 3 juin 2020. Le comité de suivi des opérations de la force Covid-19 est conduit dans la région de Ziguinchor par le général François Ndiaye. Pendant ce temps, les 42 sapeurs-pompiers internés au centre de traitement des cas asymptomatiques de Bambey sont tous guéris. Cela a été une riche expérience pour les personnels de santé qui ont fait face à la maladie, selon le médecin-chef du district sanitaire de Bambey. C'était en présence du préfet, nous dit Babacar Diouf. Ils ont tous retrouvé leur famille après 22 jours passés au centre de réinsertion sociale de Bambey. Ils étaient 42 éléments du sapeur-pompier malades du Covid-19. Les deux derniers viennent d'être libérés par le comité départemental de gestion des épidémies. Je suis content parce que c'est sur 3 faits. D'abord, ça nous a donné beaucoup d'expérience. Les gens qui ne savaient pas en fait comment ça se passe les épidémies, surtout nous, le personnel, ils ont eu l'expérience. Comment on prend en charge en fait, les malades en cas d'épidémie. Ensuite, le deuxième fait, c'est qu'il n'y a aucune infection au niveau du personnel qui était là pour la prise en charge en fait, de ces patients. Et la troisième chose, il n'y a aussi aucune infection au niveau de la population. Le lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers, commandant la compagnie de Diourbel, les invite à plus de prudence dans leur mission de secours. On ne cesse de sensibiliser, donc respecter les mesures barrières. Même ces gens qui sont guéris aujourd'hui, ils ne sont pas dit qu'ils ne peuvent plus recontacter le virus. Donc on les incite à respecter davantage donc, les règles barrières. Le préfet du département de Bambey salue la collaboration des populations locales après qu'elles ont manifesté leur opposition. Nous assistons à la guérison des 42 malades qui avaient été amenés ici. Donc on ne peut que s'en féliciter. Remercier la population de Bambey, remercier toutes les autorités, remercier en tout cas toutes les composantes de la population bambeyoise. Bambey se vide de ses malades, mais le centre reste un centre de traitement des malades asymptomatiques. Il doit cependant être réfectionné pour un meilleur séjour de ses futurs occupants. Et puis le débat autour de l'hydroxychloroquine pas encore clos. L'OMS donne
Une nouvelle tournure à la polémique avec l'annonce ce mercredi de la reprise des essais cliniques lancés il y a plus de 2 mois. L'Organisation mondiale de la santé, rappelons-le, s'était basée sur une étude parue dans la revue Lancet pour décider de la suppression des essais cliniques avant de se rétracter. Les détails avec Aminata Mbaresso. C'est un retour en arrière de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé avait annoncé le 25 mai la suspension des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine suite à l'apparition d'une revue médicale remettant en cause l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement des patients atteints de Covid-19. Avec l'annonce de la reprise des essais cliniques, les membres du comité de sécurité et de suivi de l'OMS se disent assez confiants quant au fait de ne pouvoir constater de différence dans la mortalité entre des patients ayant pris le traitement à l'hydroxychloroquine et des patients ne l'ayant pas pris. Le directeur général de l'OMS a rajouté qu'il n'y a aucune raison pour modifier le protocole des essais cliniques après analyse des données disponibles sur la mortalité. Un volte-face de l'Organisation mondiale de la santé qui semble donner raison au professeur Didier Raoult. Le Français a toujours soutenu et défendu l'efficacité de l'hydroxychloroquine dès les premiers symptômes de la maladie. Pour rappel, l'étude publiée dans la revue médicale Lancet s'était fondée sur les données de 96 patients. Cette étude avait indiqué l'inefficacité de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine dans le traitement des patients atteints de Covid-19. L'étude indiquait même que des molécules contenues dans la chloroquine et l'hydroxychloroquine pouvaient être source de mortalité et même provoquer une arythmie cardiaque chez certains patients. Et puis la prise en charge gratuite pour l'assistance psychothérapeutique des malades du Covid-19, House of Hope a mis plutôt à la disposition des autorités une équipe de 12 assistants en psychothérapie pour préparer les impactés du Covid-19 pour leur réinsertion sociale. Là-dessus, nous écoutons les explications de Moussa Touré, son chargé de la communication, interrogé par Mohamed Samba. House of Hope a eu l'initiative d'apporter sa main à l'édifice en soutenant, en apportant un soutien psychothérapeutique aux impactés du Covid. Quand on parle d'impactés du Covid, on parle des familles impactées, on parle de la communauté, on parle des malades, on parle des mises en quarantaine, on parle aussi du personnel médical. Donc toutes ces couches-là sont vraiment impactées, touchées par la pandémie du Covid et qui au finish auront un impact psychologique, n'est-ce pas, par rapport à ce virus-là. Une équipe a été mise en place, une équipe de 12 psychothérapeutes, conseillers en psychothérapie, qui ont été formés sur des méthodes plus adaptées à cette pandémie-là et qui seront mis dès aujourd'hui à la disposition du comité de riposte, du comité régional de riposte post-Covid-19. Une intervention auprès des populations, que ce soit sur le terrain, que ce soit au téléphone. En tout cas, toute personne impactée par ce coronavirus-là sur le plan psychologique aura une prise en charge gratuite. Parlons de toute autre chose à présent. Bouffée d'oxygène chez les acteurs de la plateforme aéroportuaire. Une enveloppe de 10 milliards de francs CFA sera injectée dans le secteur des transports aériens. C'est une annonce du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, que je vous propose d'écouter au micro de Seynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Cette manifestation traduit la volonté du chef de l'État, le président Macky Sall, de soutenir le secteur des transports aériens. D'une part, en les appuyant pour atténuer l'impact de la pandémie du Covid-19 sur la santé des entreprises de la plateforme aéroportuaire, en leur permettant d'accéder à une ligne de trésorerie de 5 milliards bonifiés à 10 milliards de francs CFA, mais aussi leur permettre d'avoir des instruments pour attaquer la phase post-Covid de relance. Le comité de gestion s'est réuni ce matin et les premiers financements ont été octroyés aux entreprises du secteur. Dès cette semaine, quasiment près de 5 milliards seront injectés dans l'économie de la plateforme aéroportuaire et dans les jours à venir, l'ensemble de ces fonds seront consommés par ces entreprises pour leur permettre justement de pouvoir attaquer la phase post-Covid dans de très bonnes conditions.
Avant de clore cette édition, cette bonne nouvelle pour les producteurs de riz de la vallée du fleuve envahis par des oiseaux granivores qui ont ravagé plusieurs hectares de riz. Aboubakri Sow, le directeur général, a annoncé une intervention combinée entre le Sénégal et la Mauritanie pour éradiquer l'invasion des oiseaux granivores. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. Campagne de saison sèche chaude, il y a eu quand même des superficies importantes qui ont été mises en valeur. Globalement, aujourd'hui, on est presque à 50 000 hectares, toutes spéculations confondues, sur lesquelles il y a au moins 49 300 hectares effectifs de riz. C'est important en termes donc de mise en valeur riz, mais c'est important aussi en termes aussi de production attendue. Je pense même récemment, Ousseynou Ndiaye et moi-même avons eu à rencontrer donc monsieur le gouverneur, à qui donc j'ai posé la question parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et monsieur le gouverneur nous avait fait comprendre que le président de la République avait autorisé effectivement que la Mauritanie survole, l'avion de la Mauritanie survole donc le territoire sénégalais pour pouvoir donc faire un traitement. En dehors aussi de cela, je pense qu'il y a d'autres dispositions aussi qu'on était en train de prendre. Nous avons voulu trouver une solution innovante. Une solution innovante en utilisant quand même les drones. Les essais ont été faits, mais qui n'ont pas encore donné donc les résultats comme on le souhaite. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. En attendant, je vous laisse avec Aram Touré pour la deuxième partie de Soir d'Info. Aram, à vous l'antenne. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Et nous sommes avec Fodé Silla, qui est ambassadeur itinérant auprès du chef de l'État. Il a été plutôt l'ancien président de SOS Racisme et il a été également ancien député au Parlement européen. Bonsoir, monsieur Silla, et merci d'être là. Merci de m'accueillir. Alors, l'actualité forte de ces derniers jours au niveau international, c'est la mort de George Floyd, qui a été tué par un policier. Des images qui ont circulé à travers le monde et qui ont ému plus d'un. Aujourd'hui, on a envie de se dire, on est au XXIe siècle et jusqu'à présent, la question du racisme semble être ancrée aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il explique selon vous? Malheureusement, non seulement il est ancré aux États-Unis, mais il est ancré un peu partout dans le monde et de plus en plus. Ou, comme disait Will Smith, peut-être qu'il n'est pas plus ancré, mais en tout cas aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir le mesurer parce que les gens ont les moyens de pouvoir filmer. Rappelez-vous déjà, aux États-Unis, dans les années 90, c'était Rodney King qu'on avait filmé pour la première fois des policiers en train de rouer de coups et ces assassins avaient été acquittés. Je pense que ce qu'on peut retenir des États-Unis, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent d'un seul coup se conjuguer. Oui. Et ces facteurs-là sont révélateurs de l'état dans lequel une société peut arriver à des extrémités comme la mort de George Floyd avec ce policier qui lui a pressé son genou et ces images terribles jusqu'à sa mort et indifférent à ses cris d'alerte. Il y a un passé aux États-Unis ségrégationniste. Avant ça, il y avait un passé esclavagiste. Il y a une longue liste d'impunité policière. Il vient se rajouter là-dessus quand même un élément qui est important, c'est des déclarations anti-noires venant de l'administration Trump. Oui.